Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous à la une ce soir. Journée internationale des migrants célébrée aujourd'hui. Une occasion pour Remidev, Réseau migratoire développement, de montrer encore son engagement envers le droit des migrants. Et deux poids, deux mesures. La coalition des acteurs culturels se dit désavantagée. Elle dénonce l'attitude du gouvernement à leur égard et annonce un sit-in le 23 décembre avec ou sans autorisation. 38 millions pour faire face au coronavirus. La Commission nationale de gestion des frontières bénéficie de l'enveloppe grâce à la coopération sénégalo-allemande. 4 milliards 900 millions, c'est le budget de la municipalité de Touba, un budget qui connaît une baisse que le maire compte rattraper grâce au PACASEN. Et pour la page des sports, ce sera l'affaire de El Hadj Malick Thiandoum. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Deux poids, deux mesures. La coalition des acteurs culturels se sent lésée. Ces artistes dénoncent l'attitude du gouvernement, ce qui, selon ses membres, brave ses propres interdits, ce qu'il leur impose. La coalition compte tenir un sit-in le 23 décembre prochain avec ou sans autorisation du préfet. Un compte-rendu de Mam Astoukan. Lorsque les acteurs culturels sont mis sous terre, c'est la culture qu'on enterre. Nous ne pouvons nous taire et nous n'allons pas nous laisser faire. Après plusieurs négociations avec l'État du Sénégal, la coalition des acteurs culturels se disent choqués de l'attitude du gouvernement. Ils lui reprochent d'avoir tenu une manifestation au musée des civilisations noires, une discrimination de l'État à leurs yeux. On ne peut pas comprendre qu'on interdit aux artistes, à toute la communauté d'exercer son métier. Et hier, on voit que dans des manifestations avec des autorités de ce pays-là, qu'on laisse les gens, faire la fête. Et nous, on nous dit, restez chez vous. On ne peut pas comprendre, on est confinés. Il y a contradiction. À notre grande surprise, hier, ils ont organisé une soirée avec des ministres, avec des banques pour faire leur fête. Et pire, ils ont appelé un orchestre pour qu'ils jouent pour ces gens-là, pour les ministres, mais pas pour le peuple. La coalition des acteurs de la musique et leurs collaborateurs comptent mener leur sitting du 23 décembre prochain avec ou sans autorisation. Nous, on sait que peut-être que cette demande-là ne va pas être autorisée, mais quand même, nous allons partir à la place de la nation pour faire un sitting vraiment distancié et responsable. La CAM demande aux artistes d'aller travailler. Ces acteurs culturels crient leur désarroi. Ils se disent oubliés par leur ministre de tutelle. Selon eux, il ne vient pas à leur secours. Lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, la Commission de gestion des frontières, CNGF, a reçu un important lot de kits sanitaires estimé à 38 millions de francs CFA, un appui du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères au programme Frontières de l'Union africaine à travers la GIZ. Adama Sarr, Moustapha Gueye pour le compte-rendu. La Commission nationale de gestion des frontières du Sénégal s'engage dans la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. La CNGF a reçu un important don de kits sanitaires grâce à la coopération allemande. Le financement de la GIZ à la CNGF va permettre de fournir aux cases culturelles des masques, des kits de lavage de mains, du savon et de l'eau Javel, dont vous avez un échantillon devant vous, et en outre, des actions de communication et de sensibilisation aux mesures de lutte contre la Covid-19 seront menées à travers une campagne d'affichage dans les zones frontalières et de diffusion de spots dans les radios communautaires. Au nom de Monsieur le Président de la République et de la CNGF, j'exprime toute notre gratitude à la GIZ pour les multiples actions entreprises pour développer des mécanismes de coopération transfrontalière dans la sous-région. L'impact de la pandémie de coronavirus sur la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Sénégal est important.
Selon le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne au Sénégal, certaines activités programmées cette année sont annulées. Cependant, la mise en œuvre des activités bilatérales et multilatérales de gestion des frontières entre le Sénégal et ses pays voisins programmées pour cette année n'a pu avoir lieu à cause de la pandémie de la Covid-19, d'où la nécessité de renforcer les activités de sensibilisation sur le Covid-19 dans les espaces frontaliers entreprises par la CNGF depuis quelques mois. La sensibilisation dans ce contexte de pandémie est essentielle. C'est ce qui explique ce don estimé à 38 millions de francs CFA. Alors, au cours de notre coopération, on a constaté qu'il y a cette sensibilité très importante par rapport au contexte, ce qui a permis aussi d'avoir des succès importants jusqu'à présent. D'appui et de coopération, on arrive à un montant global de 38 millions. Depuis 2018, la Commission nationale de gestion des frontières du Sénégal construit des cases culturelles de citoyenneté et de bon voisinage le long des frontières avec les pays limitrophes. Objectif: développer la coopération transfrontalière et promouvoir des valeurs citoyennes dans ces localités. Adama Sarr, 108 nouvelles contaminations sont enregistrées aujourd'hui sur un total de 1489 tests de décès notés. 27 cas graves sont admis en service de réanimation et 65 patients sont déclarés guéris. Importante pour les étudiants du département arabe de l'UCAD. Ils reconnaissent une valorisation de la langue arabe par rapport aux années précédentes. Tout de même, ils souhaiteraient plus de débouchés au terme de leurs études. Un reportage de Aïssatou Diak. Dame Yaye est très ravie de cette journée consacrée à la langue arabe. Nous l'avons rencontrée au département arabe de l'UCAD. En fait, d'abord, j'étais auparavant à Koki, c'est là-bas où j'ai maîtrisé le Coran. Par la suite, je suis parti dans un lycée où j'ai obtenu mon bac en arabe et je suis venu ici à l'université. C'est ce qui m'a poussé à faire cette formation. Une langue qui est aujourd'hui valorisée par rapport aux années précédentes, selon Dame. Cependant, elle n'offre pas beaucoup d'opportunités dans le marché du travail. Il y a eu une évolution par rapport aux années passées. Le bac arabe n'était pas reconnu auparavant, mais maintenant ça va un peu mieux. Sauf qu'on est confronté à une autre difficulté relative à la valorisation de cette langue, parce qu'il faut aussi qu'on nous trouve d'autres débouchés. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire après l'obtention de notre diplôme, c'est d'enseigner. Et c'est vraiment dommage. Considérant que toutes les filières se valent, cet étudiant trouve qu'on devrait donner beaucoup plus d'importance à cette langue. Bon, je pense c'est une belle filière parce que bon, en arabe, qui dit langue arabe, c'est la langue islamique d'abord. C'est pourquoi je faisais l'arabe. Oui, je pense que il y a certains qui disent l'arabe, c'est pas ici au Sénégal, c'est pas valorisé quoi. Mais en fait, je pense que toutes les filières se vaguent ici au Sénégal. D'autres, ils ont leur baccalauréat en français, mais on l'a ici au département d'arabe. Les étudiants du département arabe apprécient cette journée mondiale qui célèbre la langue. Ces derniers demandent plus de valorisation de celle-ci. Ils souhaitent aussi plus de débouchés de cette filière.
Et autre célébration, celle du 17 décembre 1962, désormais inscrit aux agendas. Une façon de revenir sur les faits politiques de cette date, selon le professeur Babacar Diop. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à Mamadou Dia, homme politique et figure emblématique de l'histoire du Sénégal. La crise de décembre 1962 a été au cœur des échanges de la conférence publique organisée par le campus pédagogique de l'UCAD, compte rendu Mamsey Naboubabou. L'historien Babacar Diop dépoussière la crise politique de décembre 1962. Selon lui, cette conférence entre dans un processus de réhabilitation de Mamadou Dia. Aujourd'hui, nous assistons à une réhabilitation de Mamadou Dia parce que cet homme a toute sa place dans l'histoire politique de notre pays et c'est la raison pour laquelle nous avons prononcé cette conférence qui entre dans un processus de réhabilitation de la figure de Mamadou Dia. Il ajoute que le peuple sénégalais est le seul perdant de la crise politique de 1962. En 1962, il n'y a pas eu de vainqueur, il y a eu un perdant. Le perdant, c'est le peuple sénégalais. Le projet qu'avait Mamadou Dia, un projet de développement économique et social, sa vision qu'il avait, une vision très claire. Si on avait laissé Mamadou Dia travailler, aujourd'hui, on ne serait pas à cette situation. Ça, tous les historiens honnêtes sont d'accord. Babacar Diop revisite la vie de Mamadou Dia. Qui a créé l'ENAM, c'est Mamadou Dia qui a créé l'ENEA, c'est Mamadou Dia qui a élaboré le premier plan de développement du Sénégal, c'est Mamadou Dia qui a signé l'acte d'indépendance du Sénégal, c'est Mamadou Dia qui est le concepteur, le bâtisseur, l'architecte de l'État du Sénégal moderne. Cet homme-là, il mérite le brevet de la République. Cet homme-là mérite une université. Cet homme-là mérite plus que cela. De toute façon, c'est irréversible. Mamadou Dia sera réhabilité aujourd'hui ou demain. Né le 18 juillet 1910 à Khombole, Mamadou Dia, un homme politique sénégalais, ancien président du Conseil du Sénégal. Dia était l'un des principaux protagonistes dans la crise politique de 1962 qu'il a opposée à Léopold Sédar Senghor. Dakar sans ville ni maire, l'idée n'enchante pas Dr Babacar Diop. Selon l'enseignant-chercheur au département de philosophie de l'UCAD, Dakar est un temple de l'histoire du Sénégal. Babacar Diop est toujours au micro de Mamsey Naboubabou. Ceux qui gouvernent ce pays n'ont pas de culture, ne connaissent pas l'histoire de ce pays, ne connaissent pas l'histoire des villes de ce pays. S'ils étaient des hommes de culture à la hauteur de Mamadou Dia, de Senghor ou Diop, ils ne penseraient jamais à cela. Dakar, c'est un pan de l'histoire de notre pays. Et je pense qu'ils vont revenir à la raison parce que j'ai vu des intellectuels qui n'ont jamais fait de la politique, qui ne font pas de la politique, se sont prononcés sur cette question. C'est une bêtise. Dakar, c'est notre histoire. Dakar, c'est la ville de Lamine Gueye. On élisait le maire de Dakar bien avant les indépendances. Je pense que vous, les journalistes même, vous devez prendre vos responsabilités pour des problèmes politiciens, simplement. Politiciennes. Je pense que Macky Sall ne peut pas se permettre cela. Et les Dakarois ne doivent pas se permettre cela. Nous sommes tous Dakarois. Nous sommes tous Dakarois sur cette question. Et je pense qu'il faut se mobiliser parce que Dakar, c'est notre histoire aussi. La municipalité de Touba a arrêté son budget à 4,9 milliards de francs CFA, un budget qui connaît une baisse selon le maire de Touba, de la commune de Touba, Abdoul Hadka, et son équipe espèrent atteindre leur objectif avec l'appui du PACASEN qui a déjà alloué à la commune des fonds pour le programme d'appui. Le maire de Touba a aussi profité de la tribune pour décaisser une enveloppe de 250 millions afin d'accompagner Ofor et Maou Rahmati pour régler les problèmes liés au manque d'eau. Correspondance à Touba, Gorendaklo et Tchernofaï. Réunis en session, le conseil municipal de Touba a voté à l'unanimité le budget de la commune pour l'exercice 2021, arrêté à 4,9 milliards, un budget qui a connu une baisse selon le maire de la capitale du mouridisme. Abdoulaye Hadka estime que ces fonds seront collectés avec l'appui du PACASEN. Par rapport à budget yi daan am nañ yaakaar ci ne lool danañ atteindre suñu objectif cette fois-ci ci at mi
Il y a une petite baisse par rapport aux années précédentes, mais nous espérons que nous allons atteindre notre objectif avec l'accompagnement du programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal. La mairie de Touba a déjà reçu les fonds du PACASEN l'année dernière et cette année aussi, le programme doit revenir. Donc nous pensons atteindre le budget voté. yaakaar nañ ne dañu atteindre suñu objectif danañu am lu toll ni li ñu wate ci bitsi bi ci lu dul yenn jafe-jafe. Ainsi, le maire de Touba explique les raisons de la baisse du budget comparé aux années précédentes. dama ne la budget Touba bu fekkoon ne ni Bambey ak Mbacké ak Diourbel di fayoo. Le budget pouvait atteindre 9 voire 11 milliards de francs CFA chaque année, mais vous savez bien que Touba est une ville particulière et il y a des choses que la municipalité ne pourrait pas réussir. Concernant le manque d'eau noté, dans certains quartiers périphériques de la cité sainte, Abdoulaye Harka annonce une enveloppe de 250 millions de francs CFA en guise d'appui. Ne commune bi ak Ma Ouramati ak hydraulique ak OFOR ak administration yi nañu bokk ñoom ñëpp dugal seen loxo ci ndox mi. Le calife général a donné des instructions à la commune pour qu'on participe à la résolution du problème d'eau à Touba, raison pour laquelle nous avons envisagé mettre une enveloppe de 250 millions de francs CFA pour accompagner OFOR et Maou Rahmati. Tout le monde sait que la population de la Cité Sainte rencontre d'énormes difficultés pour trouver de l'eau coulée des robinets et chaque magal, l'eau reste introuvable et nous voulons gérer cette question définitivement. yaakaar naa ne lii ñu daloon daaw dootuñu dal loolu yooyu mesure jël nañ ko ci bu wér. À Touba, parmi les 54 conseillers présents, 52 ont voté le budget annuel contre 2 abstentions. Journée internationale des migrants, le thème de cette année, gouvernance de la migration, migration irrégulière, mobilisation des OSC pour une migration sûre, respectueuse des droits humains, les droits des migrants, les droits des femmes et surtout les droits des travailleurs et de leurs familles étaient au centre des échanges. Hawa Chao. Gouvernance de la migration, migration irrégulière, mobilisation des OSC pour une migration sûre, respectueuse des droits humains, c'est le thème choisi cette année pour la commémoration de la Journée internationale des migrants. Une occasion pour échanger sur les maux qui gangrènent la migration, mais surtout promouvoir les droits humains des migrants. Simplement que aujourd'hui, nous savons tous et nous sommes tous d'accord que la migration est un droit et que d'abord, au niveau international, on a des textes, la Convention internationale des droits de l'homme et des peuples qui le garantit, en son article 13. Au niveau de l'africain, on a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui également garantit le droit à la migration. Au niveau de la CEDEAO également, on a le protocole de la CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des biens. Au niveau national, on a également notre constitution qui garantit le droit à la migration, droit à l'association, à la mobilité. Donc, autrement dit, sur le plan juridique, donc, nos États reconnaissent différents droits aux populations migrantes. Selon le directeur d'Action Aide, les femmes migrantes doivent bénéficier d'un soutien à la résilience. Nous, au niveau de notre structure Action Aide, on a réfléchi sur une approche qu'on appelle les 3 R. Le respect des droits, la résilience et la redistribution. Pourquoi on parle de respect des droits? Parce que les textes et lois le reconnaissent. Donc ça, comme j'ai dit, il n'y a pas de problème. Sur la résilience également, c'est de permettre à ce que, parce que nous considérons déjà que les populations qui migrent souvent font face à des difficultés. Donc ils sont vulnérables, surtout les femmes. Donc comment faire de sorte que ces populations soient résilientes? Donc c'est d'abord créer les conditions pour déjà la reconnaissance, parce que ceux qui voyagent souvent, ils perdent les papiers, donc souvent pour ne pas être rattrapés par les forces de l'ordre, etc. Certains jettent leurs papiers, etc. Donc il faut que les États, les pays d'accueil ou les pays de destination puissent créer des conditions pour leur régularisation, leur reconnaissance. Action Aide attend de l'État plus d'engagement, la migration étant reconnue comme un droit. Nous, on appelle les États à davantage respecter leur engagement, parce qu'on ne peut pas faire de 2 poids 2 mesures. Donc respecter les engagements, mais permettre à ce qu'on puisse travailler, à ce qu'on respecte d'abord au niveau des pays les droits des personnes résidents, pour qu'on puisse renforcer
les droits de ces migrations. Pour cette commémoration de la Journée internationale des migrants, le réseau migratoire développement REMIDEV et ses partenaires s'engagent davantage à promouvoir les droits des migrants, le droit des femmes, mais surtout faire appliquer le droit des travailleurs migrants et leurs familles. Secteur extractif à présent, il faut toujours mettre à profit les ressources afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Selon le secrétaire permanent adjoint du Comité national de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, Pape Alioul Paye alerte sur les impacts environnementaux qui, à ses yeux, sont des sources de discorde. Il est interrogé par Adam Assar. Il y a deux aspects qu'il faut distinguer aussi. C'est qu'il y a un aspect, par exemple, la commune de Sabodala perçoit depuis 2015 700 millions de patents. C'est quand même pour une commune qui fait dans les 3000 habitants une manne importante. Maintenant, il faut que les plans de développement, ou en tout cas les services régionaux qui sont en charge du développement local, puissent accompagner ces communautés, ces collectivités territoriales dans l'utilisation optimale de ces ressources-là. Parce que sinon, il n'y aura pas d'impact finalement sur la vie et le bien-être des populations. Et on va toujours continuer à s'accrocher à la RSE qui est une œuvre tout à fait volontaire. Donc, comme on a des ressources qui viennent annuellement, il faut voir comment les mettre à profit et véritablement améliorer le bien-être des populations. La deuxième partie, c'est que les conséquences environnementales, les impacts environnementaux sont aussi source de discorde. Et aussi l'expropriation de terres arables, de terres agricoles, pose toujours des difficultés parce que les populations avaient un patrimoine immatériel qui est lié au sentiment d'appartenir à un terroir. Si on les déplace en cas de nécessité, c'est toujours ce sentiment-là qui va peser sur même leurs relations avec leur nouvelle terre ou leur nouveau habitat. C'est des aspects qui sont extrêmement importants. Je reviens encore sur la capacitation des fournisseurs, des personnes physiques, que ce soit des personnes morales, qui sont présentes dans les régions comme Kédougou, où les entreprises peuvent dépenser beaucoup de milliards en acquisition de biens et services au niveau national. Mais par exemple, 800 millions seulement pour la région, c'est quand même assez faible. Et la part allouée à l'environnement sur les recettes du secteur minier et pétrolier est faible. C'est du moins l'avis de Khadijatou Diop Dramé. La juriste et environnementaliste n'a pas manqué de préciser que la révision du Code de l'environnement prévoit d'améliorer les taxes. Elle est également au micro de Adam Assar. Le ministère de l'Environnement a pour rôle de faire la publication des dépenses environnementales provenant des sociétés extractives, que ce soit les sociétés minières ou les sociétés pétrolières. Pour ça, depuis 2013, on fait des publications et nous collectons la taxe à la pollution, la taxe d'abattage, la taxe superficielle. Il y a également des appuis institutionnels qui sont faits par ces sociétés au profit du ministère de l'Environnement. Le Code de l'environnement de 2001 prévoit des taxes, mais ce sont des taxes qui ne sont pas très significatives. Ce ne sont pas des taxes qui ne sont pas très significatives, qui permettent par exemple une bonne rentrée, une bonne prise en charge de l'environnement. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la révision du Code de l'environnement, on est en train, en tout cas, de voir comment améliorer ces taxes. L'autre aspect également de la révision du Code de l'environnement, c'est la réhabilitation des sites miniers. Parce que depuis 2009, il y a un décret présidentiel qui a été signé pour qu'un fonds de réhabilitation soit alimenté par les sociétés minières. Mais malheureusement, depuis 2009, ce fonds n'est pas opérationnel. Et c'est la raison pour laquelle également que vous verrez que dans le rapport de 2019, les montants alloués aux dépenses environnementales ne sont pas du tout significatifs. Actu Sport, c'est avec Malik Tchandoum. Bonsoir Malik.
Bonsoir Osama. Ravi de te retrouver. Le plaisir est partagé quand une Diola bon teint et un Serer pur sang se rencontrent autour d'un plateau. Ça ne peut être qu'un cocktail explosif. Et on démarre avec le football qui reprend du service après un arrêt imposé par la pandémie du coronavirus. La Ligue sénégalaise de football applaudit. Absolument, Osama. Après la rencontre tripartite entre le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur et également le ministre des Sports, il a été décidé de la reprise des activités sportives au Sénégal. La Ligue sénégalaise de football salue la mesure et pousse un ouf de soulagement. Le démarrage de la saison sportive 2020-2021 est fixé au 2 janvier prochain et puis à année particulière, conditions de reprise également particulières. La Ligue Pro est prête à s'adapter au contexte de la pandémie de Covid-19, nous dit Amsata Fall, directeur exécutif de la Fédération sénégalaise de football au téléphone de Saïkou Saïdi. Je pense que tout le monde l'attendait. La réaction, disons, relative d'abord à la mesure qui avait été prise par M. le ministre de l'Intérieur, en tout cas, a causé beaucoup d'ondes de choc. Finalement, la raison a triomphé et que véritablement le ministre des Sports, en collaboration avec ses homologues de l'Intérieur et de la Santé, ont trouvé, disons, la bonne formule. En tout cas, qui satisfait tout le monde sous l'autorité et sous la présidence, disons, du chef de l'État. Ça a été une bouffée d'oxygène pour tout le monde parce que l'attente était très longue. Nous allions presque vers 1 an sans compétition. Et quand il s'agit, disons, de joueurs, disons, qui ont leur métier, le sport, quand il s'agit de dirigeants qui investissent pendant presque tout le temps sans jouer, c'est assez lourd, il y a beaucoup de conséquences. Je pense que c'est une très 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 bonne nouvelle, en tout cas, pour le monde, le landerneau sportif sénégalais, et que nous l'attendons avec beaucoup, disons, d'impatience. C'est une mesure qui est assortie effectivement, disons, de pas mal de facteurs, notamment le huis clos. Bon, nous connaissons le huis clos. Il y a eu des matchs qu'on a joués à huis clos, notamment pour sanctionner certaines équipes, ça, les équipes le connaissent, associé également de mesures sanitaires, ce qui est tout à fait normal, ce qui s'est fait dans tous les terrains du monde, dans toutes les organisations sportives en période de pandémie. Nous allons nous ajuster. Malik, cette reprise concerne également le basket. Les activités vont bientôt démarrer. La commission sportive attend juste un courrier officiel pour dérouler son programme. Effectivement, Osama, les basketteurs retrouveront les parquets en principe le 2 janvier prochain, mais la commission sportive de la Fédération sénégalaise de basketball attend d'être saisie officiellement d'un courrier par le ministre des Sports pour pouvoir définir le calendrier. Concernant les mesures qui sont annoncées par la presse, Atoumane Gaye, président de la commission, rassure, les mesures seront respectées et ils se conformeront au protocole tel que défini par les autorités. Il est également au téléphone de Saïkou Saïdi. Nous allons attendre la sortie de l'arrêté du ministre ou du ministre de l'Intérieur pour voir exactement quel sont le contenu qui est dans l'arrêté. Mais pour prendre les mesures, mais en tout cas, nous, à notre niveau, nous avons déjà pris les mesures, même si c'est des mesures barrières, même si c'est à huis clos, je pense qu'avec notre président de commission médicale, Charles, l'État prend ces mesures, avait déjà lui-même personnellement pris ces mesures pour voir comment on va jouer dans les SAP au cas où l'État utiliserait, parce que tout le monde sait que maintenant cette maladie-là existe. Comme cette maladie existe, moi je pense qu'il faut faire, il faut maintenant mettre des barrières de sécurité. Je pense que nous, on fera tout pour le faire. Malik, par contre, l'UEFA annule les championnats d'Europe de football U20 à cause de la pandémie de coronavirus. Eh oui, coronavirus, quand il nous tient encore en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, l'UEFA a annoncé ce vendredi l'annulation pure et simple du championnat d'Europe U17 masculin qui était prévu à Chypre du 6 au 22 mai. La décision concerne également la compétition féminine qui devait se tenir aux îles Féroé du 2 au 14 mai. C'est ce vendredi que la nouvelle est tombée. Cependant, les championnats d'Europe U19 devraient bien avoir lieu du 20 au 19 juillet en Roumanie pour les hommes et du 21 juillet au 2 août en Biélorussie pour les dames.
On termine avec FIFA The Best. Lewandowski sacré. L'international polonais de Bayern a fait preuve d'une grande régularité durant la saison 2019-2020. Sadio Mané, lui, est 4e. Lewandowski, c'est le sacre de la régularité et de l'efficacité offensive. Véritable goléador, l'attaquant international polonais du Bayern de Munich a inscrit la bagatelle de 55 buts, toutes compétitions confondues, avec son club en 2019-2020. Et puis, Osama, meilleur buteur de la Bundesliga, meilleur buteur de la prestigieuse Ligue des Champions, Robert Lewandowski, 32 ans, a fait en preuve d'une régularité incroyable et d'une adresse devant les buts remarquables. Stratosphérique durant la saison écoulée, Robert Lewandowski continue à claquer des buts cette saison avec un réalisme à couper le souffle. En 10 matchs, tenez-vous bien, il a inscrit encore 15 buts. Lewandowski devance Cristiano Ronaldo et Léo Messi, qui devance également de très peu Sadio Mané, 4e au classement, tu le disais tantôt, le Sénégalais devance Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Kylian Mbappé. Donc, c'est également la régularité pour notre confrère Sadio Mané, mais Lewandowski a été choisi aussi bien par les entraîneurs que par les internautes de FIFA.com. Merci beaucoup Malik Thiandoum pour toutes ces actualités sportives. J'ai envie de te dire Njokanyal. Merci beaucoup. L'information continue sur www.emedia.sn. Je vous retrouve demain pour un autre 19h45. Mais ce soir, à suivre Intérêt Général avec Khalifa Diakhaté et ses chroniqueurs. Bonne soirée.